seule raison que je peux dire qui est responsable d'une situation aussi alarmante est celle d'une crise de la gouvernance. Gouverner, c'est prévoir, comme nous le savons tous, et si à un certain moment nous nous retrouvons dans une situation aussi grave, c'est parce qu'il doit y avoir des personnes qui ont eu à présider au destin de ce beau pays, de ce peuple aussi vaillant et différent, jeunes et donc potentiellement productifs que nous et qui ont failli à leurs responsabilités. Et quelles sont les responsabilités auxquelles ces gouvernants doivent avoir failli? Elles sont à deux. La première, c'est celle de la résolution de la problématique du sens de notre fonctionnement politique et économique. Notre fonctionnement politique et économique, notre organisation politique et économique est essentiellement extractif. Il est léopoldien. Il est celui de l'exploitation des personnes et des terres pour l'enrichissement personnel et pour l'extraction des matières premières qui sont ensuite exportées pour qu'elles soient transformées et mises en valeur ailleurs. Et puis, problème, nous réimportons les produits transformés et les produits de consommation qui ont été faits souvent grâce à nos matières premières. Et ça, c'est essentiellement important que l'on cerne la portée après de tout cela, parce que comment peut-on se dire que si l'on n'arrive pas à créer vraiment, à se donner des moyens de production capables de nous permettre de transformer nos matières premières chez nous, qu'elles soient agroalimentaires, qu'elles soient des matières premières minérales, donc les minéraux et toutes les autres ressources que nous possédons, si nous n'arrivons pas à les transformer de sorte que nous arrivions à consommer des produits finis et puis ensuite à exporter les surplus de notre production, nous nous retrouvons dans une situation où nous n'arrivons pas à créer de richesse. Or, sans création de richesse réelle, il n'y a pas d'investissement réel, et sans investissement réel, il n'y a pas d'industrialisation. Sans industrialisation, il n'y a pas d'emploi. Et c'est là que se retrouve la responsabilité de notre gouvernement, parce que ailleurs et dans tous les pays développés, c'est le gouvernement qui est le premier employeur. Et il est le premier employeur, et cela permet déjà de démystifier ou de démythifier le mythe selon lequel c'est l'entrepreneuriat qui sauvera la jeunesse congolaise. Mais c'est faux, ou c'est en partie et une très petite partie vraie, parce que on ne peut pas avoir un système néo-patrimonial, ça veut dire qui exploite, qui extrait juste des richesses, et penser que même cet entrepreneuriat dont on parle, les jeunes qui l'osent trouveront des conditions favorables. Un système néo-patrimonial est d'abord et avant tout un système d'exploitation, et donc on va même étouffer cet entrepreneuriat là-bas. Le deuxième échec de nos gouvernements, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est de résoudre ou de mettre un rapport de force capable de résoudre les fonctionnements internationaux du système financier. Et donc, le système financier international fonctionne de sorte que, en particulier, les institutions de Bretton Woods et l'OMC, ainsi de suite, et elles sont essentiellement néocoloniales et elles ne permettent pas à l'Afrique de lever de l'argent suffisant pour que nos dirigeants, si tant est qu'ils savent ensuite investir correctement, ils n'arrivent pas à lever suffisamment d'argent. Et la logique, elle est simple. Que ce soit pour une entreprise personnelle, privée, ou une entreprise de l'État, on ne peut pas investir, on ne peut pas créer de richesse si on n'a pas de l'argent. On ne peut pas, c'est aussi simple que ça. C'est là le nœud du problème. Donc, si nous n'arrivons pas à lever de l'argent, les pays occidentaux, ils arrivent à avoir de dettes de 200% de leur PIB, mais ils arrivent à lever de l'argent facilement et donc à réinvestir. Et parfois, ils réinvestissent dans de projets dont ils ne savent même pas s'il y aura la rente. Je peux donner le cas des États-Unis qui investissent dans des projets
aujourd'hui nous parlons de la transition énergétique, dans des projets des énergies renouvelables, des éoliennes en particulier, ou en Allemagne, et qui se retrouvent en faillite. Ils se rendent compte qu'ils ont échoué, mais ils arrivent quand même à lever de l'argent. Le cas du Japon qui est à 200% de dette par rapport à son PIB, et pourtant ils arrivent à lever de l'argent qui leur permet de réinvestir. Mais le cas de notre pays, le système financier international fonctionne de sorte que nos pays peuvent se retrouver à 10%, le Kenya, je pense qu'il y a à 60% de dette par rapport à son PIB aujourd'hui. Et les pays africains, pour les pays africains, on parle de la crise de la dette. Alors que c'est nous, les Africains, qui avons une population jeune et donc capable de travailler. Il nous manque d'argent. L'Afrique est sous-financée. Et sans financement pertinent, sans financement fort, il n'est pas possible que l'on crée de richesses. Et donc là, ça permet aussi de démythifier un deuxième élément. Ce n'est pas d'abord la corruption de nos dirigeants qui est le vrai problème, mais c'est le sous-financement. En plus, à côté de ce sous-financement, il y a aussi une notion d'incompétence, mais je me limite à ces deux éléments là-bas pour dire il y a un vrai problème, celui de notre organisation politique et économique qui sont essentiellement extractifs. Il y a un deuxième problème, celui du système financier international qui est essentiellement néocolonial, ça veut dire qu'il favorise des pays qui jadis nous ont colonisés et qui gardent le monopole sur nos matières premières sur lesquelles ils viennent avec ce qu'on appelle les investissements directs étrangers que nos pays de plus en plus favorisent, alors que ce n'est que faire entrer des loups dans la bergerie. Ce dont on a besoin, c'est que nos propres pays aient des moyens de production, qu'ils contrôlent la production, qu'ils contrôlent les prix ou qu'ils aient des possibilités d'impacter sur les prix qui sont pour les matières premières déterminées par les marchés, le marché international et qui, à la fin, vous imaginez que parfois nous exportons des tonnes et des tonnes de minéraux, mais on n'y gagne presque rien. C'est parce que nous n'y avons pas mis de la valeur ajoutée et le système qui favorise ces conditions est un système qui phagocyte notre capacité à créer de richesses. Donc, en résumé, je veux dire, nous sommes aujourd'hui à 110 millions à peu près de Congolais, une population majoritairement jeune, à 70%, on ne peut pas donner de l'emploi à ces millions de gens que nous sommes, plus de 50 millions ou 60 millions qui attendons de l'emploi ou qui voulons de l'emploi et penser que ça fonctionnera parce que nous nous sommes mis à 2 ou 3 en train de créer de l'emploi. Non, c'est parce qu'il doit y avoir des gouvernants qui comprennent ce qu'ils doivent faire, qui s'attaquent au système néo-patrimonial et qui le détruisent à l'interne et qui s'attaquent à l'injustice, à l'injuste système financier international ou mode de fonctionnement de l'économie internationale et qui résolvent ces problèmes comme ont osé le faire Patrice Lumumba, comme l'a compris Kwame Nkrumah et comme a voulu le faire Muammar Kadhafi. Et donc, il est possible que l'on résolve ces problèmes et que l'on donne à la jeunesse de l'emploi, mais il faut une bonne gouvernance. Vous comprenez autant que moi qu'il faut une certaine humilité parce que les défis sont suffisamment énormes pour que l'on se prévale que l'on peut les résoudre tout seul. Mais je pense que nous avons des pistes et des solutions et notre combat est que cette population qui m'écoute maintenant comprenne qu'il doit investir dans des gens, il doit donner la chance à des personnes capables de la mener au bon port. Et c'est essentiellement deux choses. La première, c'est que nous devons résoudre ce système néo-patrimonial qui tue notre initiative. Et comment? Nous pensons qu'il faut que l'on passe d'un budget national de fonctionnement qui paye les salaires des dirigeants et des fonctionnaires de l'État et qui s'arrête là, vers un budget de financement du développement. Nous devons avoir des dirigeants capables de comprendre que ces institutions financières internationales qui viennent nous expliquer que par un chantage immonde, qu'il faut que l'État libéralise l'économie et que l'État ne mette pas sa main dans l'économie, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans qu'il n'y ait au départ un État qui pose les bases du développement, qui investit dans le développement. Nous devons avoir un budget national qui prévoit une part pour l'investissement dans telle entreprise, la création d'une entreprise
Et par investissement, j'entendais relance ou renforcement d'une entreprise déjà existante. Donc ça, c'est fondamental. Avoir un budget de fonctionnement qui aide, qui a une part qui prévoit l'aide aux initiatives de la jeunesse, une part clairement reconnue, un système clairement reconnu, transparent, qui permet à la jeunesse qui ose de trouver où est-ce qu'elle peut trouver des ressources, parce il n'y a pas de création de richesse sans argent. Et donc il faut que de l'argent soit disponible pour la jeunesse. L'autre élément sur lequel on peut intervenir pour détruire ces systèmes néopatrimoniaux et extractifs, je pense qu'il faut qu'il y ait une réforme clair de notre système de fonctionnement qui sépare le politique et l'économique. Donc nous devons avoir une vision claire sur laquelle nous nous mettons d'accord de là où nous voulons amener le pays, et que la bataille politique ne soit pas une occasion où les politiciens, quand ils sont en désaccord, détruisent et ramènent notre économie en arrière. Nous devons tout faire pour que cela change, et c'est pour cela, personnellement, d'ailleurs, peut-être que je vais plus loin, je me dis, il faut repenser tout notre système, bâtir une quatrième république avec une nouvelle pensée politique et économique. Donc l'autre est l'aspect sur lequel il faut jouer, et alors il y a de mesures fortes qui peuvent être prises. Par exemple, je défends le fait que la jeunesse de moins de 35 ans, et pour si on est assez courageux de moins de 40 ans, qui ose, qui entreprend, on doit lui donner la possibilité de travailler dans un cadre qui est favorable. On ne doit pas avoir des taxes pour les jeunes de moins de 40 ans qui osent et qui entreprennent, des taxes provinciales, des taxes au niveau national. Et puis, moi je pense qu'il faut un guichet unique. De la même façon qu'il y a un guichet unique de création d'entreprise qu'il faut encourager et renforcer, il faut aussi un guichet unique de paiement de taxes. Et dans ces guichets uniques, il faut qu'il n'y ait pas de taxes au niveau provincial, au niveau national, ainsi de suite, qui bloquent la jeunesse. On doit être capable de payer sa petite contribution pour le fonctionnement et les biens de l'économie, et c'est tout. Et c'est tout. Et on a le droit après d'avancer. L'autre élément qui doit être favorisé contre toujours ces systèmes néopatrimoniaux extractifs qui amènent nos matières premières ailleurs et phagocytent la créativité de notre jeunesse si intelligente, c'est le fait qu'on ne protège pas nos initiatives. Donc aujourd'hui, je peux commencer une affaire, ou vous commencez une affaire, et s'il y a un concurrent étranger qui fait la même chose que vous, très vite il vous phagocyte parce que lui, par exemple, il arrive à produire ses biens là-bas au moindre coût, et chez nous, ici, parce que les conditions ne sont pas favorables, d'abord la sécurité, en plus des surtaxations, en plus des conditions, des infrastructures manquantes, parfois la connexion, parfois ceci, cela, on n'arrive pas à être concurrentiel, à concourir en étant sûr que l'on peut gagner. Et ça, je pense qu'il faut que l'on comprenne à un certain moment que sans protectionnisme économique, on ne s'en sortira pas. Parce que après, on est perdu dans la mondialisation, où ceux qui ont des grands moyens phagocytent ceux qui ont des petits moyens. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises. Vous comprenez que quand je dis que c'est l'État qui crée des grandes entreprises, là, il engage beaucoup de gens. Et quand c'est des grands entrepreneurs nationaux qui peuvent lever des capitaux au niveau national ou au niveau étranger, mais que cela favorise d'abord nos initiatives internes, on peut réussir. Et si la jeunesse est mise dans de bonnes conditions, je sais qu'elle peut réussir. À côté, je le souligne aussi qu'il faut des préalables, la sécurité. C'est pour cela qu'il faut se battre pour la sécurisation du pays, des infrastructures. Tout cela est important. Alors, contre le système néocolonial, qui est celui des institutions financières internationales, il faut une logique vraiment agressive. Je me souviens que les pays des monarchies du Golfe, entre autres, et en particulier Kadhafi avait insisté sur ça. Quand on extrait son pétrole en Libye, entre 60 et 70% des rentes restaient en Libye. Et ça, c'est fondamental. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'est attaqué à lui. En plus du fait qu'il voulait s'attaquer comme je l'ai dit, à le fait qu'on n'arrive pas à avoir une monnaie. Et ça, c'est l'autre problème. Donc si on n'arrive pas à avoir
à lever de l'argent pour financer notre développement. Alors Kadhafi l'avait compris, il a proposé la création d'une banque africaine qui permettent, d'ailleurs le siège était déjà fixé au Cameroun, qui permettent aux Africains d'avoir de l'argent pour financer leur propre développement. On l'a attaqué sur ces principes là-bas, et je viens de dire le deuxième sur le fait qu'il demandait que les rentes restent dans son pays. Donc moi je pense qu'il faut à un certain moment que l'on comprenne que sans une agressivité, nous serons en permanence exploités, et si nous continuons à être exploités, nous allons rester vraiment pauvres. Donc ces deux éléments là-bas, être agressif dans la négociation et comprendre que nous devons avoir à proposer une pensée politique capable de conduire à la réforme du système financier international qui nous exploite et nous garde pauvres, tout cela doit être résolu. J'encourage aussi l'investissement dans l'éducation parce que sans éducation, sans capital humain compétitif, il est impossible, surtout aujourd'hui à l'ère de la transformation de l'économie avec l'entrée de l'intelligence artificielle et de la numérisation extrêmement poussée où on a vraiment une révolution proprement dite qui arrive. On aura beaucoup de gens qui peut-être ne seront plus aussi compétitifs que cela, et en particulier la jeunesse, la nôtre et celle qui vient après nous. Et donc il est important que l'on ait vraiment des vrais investissements dans l'éducation, dans les connaissances de pointe, pour que l'on soit capable d'avoir un peuple et une jeunesse qui a vraiment à apporter au monde dans la nouvelle économie qui pointe à l'horizon. Voilà un peu les quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir et sur lesquels j'insiste, parce que c'est cela le fond. Et j'encourage alors la jeunesse et notre peuple à nous joindre les pas dans cette lutte, dans l'acquisition d'une souveraineté, d'une autonomisation et dans la révolution que nous portons. Je suis Joseph Baraka, candidat numéro 21 à la députation nationale. J'ai besoin des autres soutiens pour faire ensemble cette révolution. Merci beaucoup.